sur Radio 1 pour la deuxième partie de notre émission. Alors à chaque semaine, sa polémique. La semaine dernière, c'était les propos d'Emmanuel Macron qui avait qualifié le colonialisme de crime contre l'humanité avant de se rétracter en disant crime contre l'humain. Eh bien, la polémique du jour, elle est historique, toujours, oui, en relation avec l'histoire de l'Algérie particulièrement. Et ce livre qui est sorti de Feriel Furon, où elle parle de son parent, Bachara Bengana. Alors, la polémique, elle se situe où exactement? Pas le fait qu'il y ait un livre ou non. La polémique, c'est que l'écrivaine en question a été invitée sur un plateau de télévision, en l'occurrence Bonjour d'Algérie, la matinale de Canal Algérie, donc la chaîne publique. Et depuis, donc, c'est un déchaînement sur les réseaux sociaux, une indignation de beaucoup de personnes que le service public ait donné la parole à Feriel Furon, car le Bachara Bengana est qualifié. D'ailleurs, c'est le sujet de la deuxième partie, de ne pas être un Algérien nationaliste, qu'il a mené la guerre contre les combattants et que c'était un allié de la France. C'est la polémique du jour. Le premier droit de réponse a été exercé par Atiqa Boutaleb, qui est l'arrière-petite nièce de l'émir Abdelkader. Vous en savez beaucoup plus que nous sur cette affaire, Akram Khalif. Est-ce que vraiment... Il était contemporain des faits. Oui. Il manque une situation des faits. On parle de la période de 1830 à 1870. Absolument. De 1830, c'est pendant la période de la lutte menée par l'émir Abdelkader. Plus tard. Voilà. Alors, est-ce que vraiment, ce qui a choqué le plus les gens, c'est pas le livre, autre chose? Oui, allez-y. Vous voulez déjà... J'aimerais préciser quelque chose par rapport à Madame Atiqa Boutaleb, qui est elle-même petite fille de Bachara. Le Bachara Boutaleb, qui est connu, on va pas jeter l'opprobre sur tous les Bachara, qui était connu, qui a donné un fils pour la révolution, qui a un fils shahid, qui a donné des biens à la révolution, qui a abrité... Mokrani aussi était Bachara. Donc, il y a eu pas mal de Bachara qui ont été emprisonnés, qui ont aidé la révolution. Donc c'était la précision que je voulais apporter. Et selon vous, Bachara Bengana Sibou Aziz n'en fait pas partie. Il fait pas partie de ces Bachara qui ont aidé le mouvement armé, mais c'était tout le contraire, c'est ça? Bon, il est mort en 45, hein. Ouais. Donc il est mort en 1945. Le Bachar en question, dont l'auteur est en train de parler, est mort en 1945. Si. Justement, elle appelle les gens à ne pas faire la confusion avec l'autre Bachara qui était compagnon d'Ahmed Bey et qui est le grand-oncle de celui-ci, de ce dernier. Mais de toutes les manières, les deux sont des crapules. Je le dis, je suis désolé. Pourquoi? Je l'assume. Pourquoi vous le utilisez ce premier terme? a tué énormément de personnes. Le second a escroqué, c'est avéré des centaines d'Algériens. Le colonel Amiroche a tué beaucoup de personnes aussi. Hein. Il faut être précis. Le colonel Amiroche, oui. Donc, il a tué beaucoup de personnes. Oui, ça veut dire que vous voulez tuer... beaucoup de nationalistes, beaucoup de résistants. Non, il a tué des Algériens. Pourquoi devrait-il tuer des nationalistes ou des résistants pour être une crapule? Non, il a on tué essaie de des comprendre, paysans algériens. Il a tué des membres d'autres tribus qui n'étaient pas des Bengana. Il a usé du fait que la France que les Ottomans puis la France les installés comme un petit peu régent. Comme Cheikh Larb, qui est la phrase apparemment qui est le titre qui aurait inspiré l'auteur pour le titre du livre, hein, qui est le dernier roi des Ibans, il faut le préciser, hein, titre équivoque et faux. Le titre est foncièrement révisionniste parce qu'il n'y a jamais eu de royaume aux Ibans, donc pas de roi. Encore moins un Cheikh l'Arabe. Il faut préciser pour nos amis qui nous écoutent de l'étranger quelle est la région des Ibans. Les Ibans, c'est la région de Biskra. D'où est originaire notre ministre de l'information, monsieur Hamid. La communication, d'où sont originaires beaucoup de personnes. Et donc je disais que en fait, tu m'as perturbé. Non, je pense à quelque chose. Désolé. On va le dire hors antenne. En fait, il faut le dire. Qu'une arrière-petite-fille d'une crapule, comme a dit, le défendre et essaie de l'enjoliver. C'est son à la droit limite, absolu. ça fait partie de la vie.
Le problème, c'est qu'elle est passée sur un canal Algérie. C'est une chaîne publique où le débat normal des Algériens n'existe pas, où encore jusqu'à présent on ne parle pas ni de Abba Ramdan, ni de Karim Belkacem, ni de des gens, ni de Msili, ni de rien du tout, Chabani, ni de rien du tout. Et on arrive, et on saute tout ça, et on a une dame qui arrive sur une chaîne publique interdite, où l'histoire est interdite, et qui vient défendre son père, qui n'est même pas face à un journaliste qui la questionne sur ces questions graves. Non, elle est là pour faire de la promotion. C'est scandaleux. C'est choquant. Révisionniste. Je suis désolé. Il y a un second point qui n'a pas été annoncé par Khaled Darani, qui est la mise à disposition par la wilaya de Constantine. Je vais apporter des précisions après. Du palais du Bey, Ahmed, qui a été trahi par son aïeul. Pour cette on parle de l'annulation de cette vente. Je vais apporter quelques précisions. Donc le palais du Bey, Ahmed, qui a été trahi par cette personne, et qui est un bien public, qui est un centre culturel, qui est un musée, devait être mis à sa disposition pour vendre un livre révisionniste. C'est inacceptable. Je vais apporter des précisions. J'ai fait mon enquête. Il semble que la wilaya et la direction de la culture n'étaient pas au courant de la chose, et que le conservateur aussi du musée du palais Ahmed Bey n'avait pas été saisi, et donc n'allait pas donner. Donc il n'avait pas accès aux médias pour le dire, mais il n'allait pas le faire, et que c'était des personnes dans l'entourage de l'APC de Constantine qui organisaient les choses. Avant de vous donner la parole, une question pour que nous comprenions, ainsi que les auditeurs. Pourquoi vous parlez de livres révisionnistes? Pourquoi vous dites ça? Les Iban n'ont jamais été un royaume. Oui, ça c'est le titre. Cette crapule n'a jamais été roi des Iban, encore moins le dernier des rois des Iban. Y a ça. Deuxièmement, on est en train de restaurer son image en disant que il a aidé la résistance. Or, c'est avéré que son implication dans la révolte des Atcha, par exemple, a été sanguinaire. Donc il n'y a rien. Il y a des faits, il y a des documents historiques français et algériens qui prouve qu'il n'avait aucun... Et notamment cette archive publiée par... Il n'était pas du bon côté. Voilà. Du point de vue des Algériens. Voilà. Abchaf. Je ne sais pas si... il faudrait peut-être répondre à une autre question. Est-ce que cette affaire-là c'est un montage délibéré, donc monté par des gens qui savaient ce qu'ils faisaient, ou là c'est une bêtise de l'ignorance de gens qui ne lisent pas, qui savent pas ce que c'est que l'histoire, et qui ignorent, on va dire, l'ABC de l'histoire du pays. C'est ça qui agite les réseaux sociaux. Enfin, d'après ce que j'ai vu, les commentaires, les gens ont tendance à croire que c'est le révisionnisme qui s'installe. Moi, j'en suis pas convaincu. Et sans information, sans rien, je suis enclin à dire que c'est de la bêtise. Et ça montre un mode de gestion et de fonctionnement des institutions publiques. Si on se remet du point de vue depuis 1988, c'est le débat du service public. Qu'est-ce que le service public? Comment s'organise le service public? Nous avons des médias publics qui sont transformés en caisse de résonance de propagande, où les gens qui sont à l'intérieur ne sont pas forcés de faire un effort d'apprendre, de se cultiver, de s'informer, de préparer leur sujet de manière professionnelle, et du coup, la bêtise peut amener au révisionnisme sans le vouloir. Et là, moi, je suis prêt à te croire que peut-être ces gens-là ne savaient rien du tout de cette histoire, mais on est dans une trame où la manière dont le média public est organisé, dont le service public n'est pas appliqué, qui crée ces situations qui choquent. Voilà, donc.
Ersan. Il y a deux niveaux d'analyse. Il y a le niveau que traite Saïd et qu'effectivement on peut poser la question de savoir si le service public savait ce qu'il faisait. À mon avis, il va y avoir malheureusement ou des têtes qui vont sauter. Malheureusement, si c'est des journalistes, parce que bon, on ne les aura pas suffisamment formés pour savoir ce qu'ils étaient en train de faire. Toufiq Khladi, directeur général de la télévision, je sais pas si ça va. Il est très très inséré dans le clan Bouteflika, donc ça m'étonnerait qu'il puisse être touché. C'est un premier niveau de débat, mais moi, il m'intéresse pas beaucoup ce débat-là. Malheureusement, c'est mon point de vue, parce que ça fait un moment que je n'attends plus rien de ce service public. Le ministre, M. Ahmed Green, est en train de faire campagne sur la déontologie. Il essaie de nous enseigner l'éthique dans le journalisme. Dans la semaine où un journal public, le Massa, son directeur, reconnaît publiquement qu'il a demandé de l'argent au RCD pour couvrir, et à tous les autres partis pour couvrir leur campagne législative, en disant on n'a pas assez de moyens, l'État ne nous en donne pas. Quand même, il serait fou de demander à Al-Massa de les couvrir. Qu'est-ce que ça peut leur apporter? Voilà, le Massa qui justifie. Donc voilà l'éthique dans le camp de la presse publique et du service public. L'autre niveau d'analyse, celui-là, il me parle beaucoup plus. Moi, Friel Furon, j'aimerais bien l'écouter, j'aimerais bien lire son livre. J'aimerais bien lire son livre, je connais l'histoire des Bengana, et je pense que c'est un moment qu'il faut traiter autrement, qu'il faut traiter par la sérénité, ce moment où les Algériens qui ont été habitués à une historiographie univoque, qui, les Français sont arrivés en Algérie, il y a eu de la résistance. Et on a l'impression que tous les Algériens se sont alignés derrière l'Imen Abdelkader. C'est pas le cas. On comprend, à travers ce type de livre, qu'il y a des familles, des intérêts, de grandes familles, qui ont été de l'autre côté, qui étaient d'abord déjà les relais de l'administration ottomane en Algérie, et qui, pour certaines, ont choisi d'être les relais du nouveau puissant en Algérie. Cet angle-là est intéressant. Que cette dame, Friel Furon, essaie de réhabiliter sa famille pour dire qu'elle a été du bon côté parce qu'elle était du côté d'Ahmed Bey. C'est son droit, c'est intéressant, ça ouvre un débat. Je crois que ce débat est nécessaire. Chacun, les crimes de Bengana, personne ne pourra les enlever. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est d'avoir ce regard-là, différencier, pour comprendre comment les Algériens ont réagi, comment ils ont pu être faibles et divisés à un moment donné, et que certaines de ces familles-là ont pu choisir le camp qui pensait être le camp qui allait, de toute façon, il a dominé cette Algérie, ce camp. C'était pas un choix si idiot que cela, parce que ça a quand même duré plus d'un siècle. Sous cet angle-là, ça dure pas tout à fait. Non, nous sommes, on est plus dans ce cas de figure. Oui, nous sommes plus dans ce cas-là. Voilà. Mais je pense que nous sommes suffisamment matures, nous sommes suffisamment installés dans une situation post-coloniale, souveraine. Moi, je me sens très à l'aise comme Algérien et indépendant. Je ne me sens pas menacé par quiconque de ce point de vue-là, pour regarder à nouveau cette histoire avec cette différenciation. Ça ne change rien à l'histoire de nos héros, et la famille Boutaleb et l'Imen Abdelkader en feront toujours partie. Mais ça me donne plus d'attention vis-à-vis de ceux qui veulent dire autre chose, tout simplement. Non, mais c'est tout. C'est-à-dire ces questions sur ouvrir le débat sur l'histoire, c'est un vrai sérieux. Mais l'ouvrir sur le hier Bengana, moi, ça me choque. Il y a tellement de sujets sur l'histoire algérienne qui sont sous le boisseau, que les gens sont obligés. D'ailleurs, pourquoi il n'y aurait pas une vraie chaîne d'histoire avec des professionnels qui fonctionneraient comme partout ailleurs, et ça décomplexerait. Si on avait un fonctionnement normal, l'arrivée de cette dame sur un plateau de télévision n'aurait pas choqué. Le problème, tu as un État qui censure l'histoire de manière systématique et qui permet, je sais pas si c'est délibéré, je pense plutôt que c'est une bêtise, mais que sa manière de gérer les médias crée cette bêtise qui fait que on ouvre ce débat par ce biais-là qui est quand même pas le plus joli. Au passage, j'aimerais au passage dire que il est impensable aujourd'hui, si on prenait le cas de la France, de voir sur France 3, France 2, quelqu'un faire la promotion d'une biographie de René Bousquet, ou de Klaus Barbie, ou même de voir Faurisson défendre ses livres, qui sont aussi révisionnistes. Donc, pourquoi eux arrivent à ce degré d'affirmation de soi et de dire non, il y a des lignes rouges, non, on n'accepte pas des textes révisionnistes, on n'accepte pas de débattre dans ce cadre-là. Il y a même des lois en France qui l'interdisent. Pourquoi nous n'arrivons pas à assimiler ça? Pourquoi ne pas l'accepter?
Écoute, le complotiste que je suis ne peut pas tout de même balayer toute éventualité d'un truc délibéré. C'est le truc délibéré. Je constate que ça vient dans la foulée de la déclaration de Macron. La déclaration de Macron qualifiant le colonialisme de crime contre l'humanité offre un boulevard énorme. C'est gigantesque ce qu'il a dit. La portée de ce qu'il a dit est gigantesque. C'est immense. Et donc, on ne va pas dans cette direction-là. On est parasité par cette histoire de Bengana. Je ne peux pas ne pas poser cette éventualité. C'est une télé publique. J'ai travaillé à la télé. Je sais comment elle est surveillée. Un invité... Ça pose un sérieux problème. Je ne pense pas que c'est dans la machine que représente la télé, il ne peut pas ne pas y avoir quelqu'un qui dise que là, ça pose problème. Je vais utiliser une boutade qu'avait utilisé Salim Arzali. Nous sommes passés de DRS au DRM, et le DRM, c'est le Debrek Moula. C'est peut-être ça le problème. C'est un vrai problème. Et oui, j'ai dit ça tout à l'heure, mais je reste complotiste. Voilà, j'ouvre une porte parce que si demain, s'il y a un truc qui se révèle, j'ai pas envie d'avoir l'air con si il se révèle. Et ça sera le mot de la fin. Au moins, cette polémique va peut-être relancer le débat sur un pan de notre histoire qui est très importante. Merci. Sur le service public. Oui. Surtout, c'est le service public. Merci à vous tous d'avoir été présents pour ce CPP. Merci Saïd Jafari, Hassan Qadi, Akram Kharif et Abed Sharif. Merci à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas, vous retrouvez Saïd qui est pressé de partir. Saïd, on n'a pas encore terminé. Alors vous retrouverez nos émissions sur radio-du6m.net. On se retrouve mercredi prochain. Merci.